Merci beaucoup. Alors effectivement, dans cette première partie de ce colloque, nous allons rester avec Édouard Laboulé, que nous ont si bien présenté à l'instant l'administrateur du Collège de France et le professeur Delmas Marty. Et donc je donne tout de suite la parole au professeur Jean-Louis Alperin, qu'on n'a pas besoin, je crois, de présenter ici, qui est professeur de droit à l'École normale supérieure et qui est lui-même un grand comparatiste, qui écrit notamment un ouvrage sur les systèmes de droit qui est tout à fait passionnant et dont je vous recommande la lecture si vous ne l'avez pas encore lu. Monsieur le professeur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Paris en Amérique est une fiction parue pour la première fois en 1863 dans une version française à Paris et simultanément dans une version anglaise à New York, avec l'indication comme auteur de René Lefebvre, parisien de la Société des contribuables de France et des administrés de Paris. Avec ce pseudonyme, composé d'une partie de son patronyme, Édouard Lefebvre de la Boulée, le professeur au Collège de France n'hésitait pas à paraître de manière assez transparente, sans pour autant heurter de front le régime du Second Empire, sous les traits du narrateur, le docteur Lefebvre, un bourgeois de Paris, convaincu au début de son livre de l'immense supériorité de la civilisation française sur l'Amérique primitive. L'argument veut que le docteur Lefebvre, suite à la rencontre à Paris d'un spirit américain, Jonathan Dream, se trouve transporté avec toute sa famille et toute sa ville, Paris, dans le Massachusetts. Voilà le docteur, renommé Smith, dans une grande maison individuelle, avec sa femme, qui désormais revendique ses droits, de sa fille, qui désormais veut apprendre la médecine, et de son fils, qui veut désormais s'associer dans le commerce des Indes avec l'épicier Green. Que de révolution pour ce pauvre docteur Lefebvre. Au fil des dialogues entre le docteur et ses interlocuteurs américains, notamment le journaliste Truth, directeur du Paris Télégraphe, au milieu d'une série d'aventures plus ou moins rocambolesques, un incendie, une élection municipale, l'audience d'un juge de paix, la visite des 24 temples des différentes confessions de la ville, l'école du dimanche, l'hospice, le départ des volontaires pour la guerre de sécession, le narrateur, au départ réticent, se laisse séduire par le modèle des institutions américaines. Surpris par ce peuple, à l'esprit à l'envers, qui ne fait rien comme nous, le narrateur, qui fait par ailleurs l'aveu que son cœur battait en 1830 avant le naufrage politique de la France, reconnaît qu'avant son voyage en Amérique, il était dans un état d'imbécilité, ce qui ne l'empêche pas d'être considéré comme fou lors de son réveil en France à la fin du livre. Dans ce conte humoristique du XIXe siècle, l'idée de Paris in America sert à Laboulé pour illustrer de manière plaisante le modèle des États-Unis qu'il analysait de manière plus sérieuse dans ses cours au Collège de France. Au-delà de l'anecdote d'un Laboulé conteur, plein de vers, ce curieux ouvrage nous paraît illustrer plusieurs des caractères de l'œuvre du professeur français. Militant de la cause libérale, Laboulé n'a jamais séparé ses convictions politiques de ses travaux juridiques. Et il s'est laissé porter par sa vision du droit, ou plutôt par deux visions qui l'ont successivement enthousiasmé. D'abord celle de l'école historique de Savigny, qu'il a exaltée en 1842, puis celle des États-Unis d'Amérique, dont il a fait le sujet inattendu de ses leçons au Collège de France depuis 1849. S'il a bien rencontré Savigny, il n'a jamais visité l'Amérique, il a seulement entrevu Tocqueville, dont il fit l'éloge funèbre à sa mort en 1859, et dont il s'inspire très fortement, et surtout Laboulé a vu ou cru voir dans ces deux modèles étrangers à la France les clés de la compréhension du droit. Ayant d'abord rappelé ces deux visions d'emprunt, nous nous demanderons si l'originalité de Laboulé ne réside plutôt pas, à travers ses travaux historiques et comparatistes, dans des intuitions méthodologiques plus discrètes sur l'approche du droit. La première révélation qu'a eue Laboulé dès les années 1830 est celle de la doctrine de Savigny, à laquelle il consacre un bref essai en 1842. À l'opposé de la conception défendue à la faculté de droit de Paris, d'un droit réduit à l'art d'interpréter logiquement la parole du législateur, Savigny, d'après Laboulé, a dégagé la vérité d'un système juridique qui se développe de façon coutumière et scientifique, trouvant ses sources dans le peuple, qui serait un grand être et non une machine, conformément aux enseignements de Joseph de Maistre, un des grands auteurs admirés par Laboulé,
le droit échapperait pour une grande part de son évolution à la main des hommes, ou plus précisément à la main des législateurs. On écrit des lois, on ne les invente pas, tel est d'après Laboulaye l'enseignement de sa vie. Partant de cette idée que la législation est secondaire, même s'il reconnaît les bienfaits du Code Napoléon pour la France, Laboulaye est également sensible, en tant que libéral, au risque de ce qu'il appelle la violence législative. C'est ce qui relie de manière paradoxale son attrait pour les thèses conservatrices de Savigny et son engouement, certainement provoqué par la lecture de Tocqueville, puis par les événements de 1848, pour les États-Unis qui paraissent si loin de Savigny. Dans ses cours au Collège de France, commencés sous la Seconde République et poursuivis sous le Second Empire, Laboulaye développe en effet ce qu'il appelle sa seconde révélation. Alors qu'en France, la Constitution est un vain mot, elle est dans la République de Washington la loi des pouvoirs publics qui limite et encadre l'activité de l'État. La même année 1863, Laboulaye publie un ouvrage qui s'intitule « L'État et ses limites ». Dans Paris en Amérique, Laboulaye reprend la même opposition entre le verbiage législatif des Français et le respect de la Constitution aux États-Unis. Alors que la France croule sur 40 000 lois contradictoires et guère appliquées, les États-Unis, écrit-il, connaissent le bonheur de la liberté grâce à un embryon de gouvernement et à un tout petit nombre de lois, mais des lois réellement mises en œuvre, notamment du fait de l'action des juges. En présentant l'audience d'un juge de paix dans Paris en Amérique, Laboulaye fait aussi l'éloge d'une justice sans cérémonie, sans robe, ni rabat, ni perruque, d'une procédure accusatoire, sans secret de l'instruction, et d'une soumission des fonctionnaires au droit commun, sans Conseil d'État, pardonnez-moi, Monsieur le Président, ni sans la garantie, alors, de l'article 75 de la Constitution de l'an 8 pour protéger les fonctionnaires. Il ne s'appesantit pas dans ce divertissement sur les règles substantielles du droit. On parlera un peu plus précisément du common law dans ses cours. Mais Laboulaye insiste davantage sur le climat de liberté qui règne aux États-Unis. Dès qu'il arrive, transporté dans sa maison, il constate pas un sergent de ville, pas un garde à l'horizon. Ces institutions américaines qui viennent limiter le pouvoir de l'État et éviter les méfaits de l'autoritarisme centralisateur ou policier. Le modèle tocquevillien, même s'il n'est pas cité, est ici évident. L'Américain est d'abord maître chez lui, dans sa maison et dans sa famille, où règne la liberté contre les atteintes à la vie privée et l'égalité, y compris entre hommes et femmes ou entre jeunes adultes et parents, avec la bonne idée, selon Laboulaye, d'un mariage sans dot. Dans la ville, la décentralisation déploie tous ses effets bénéfiques. Élection périodique des administrateurs, appel à la générosité privée et à l'intérêt bien compris des citoyens, gestion des écoles et des hôpitaux par des trustees dignes de confiance, liberté complète des associations, à l'encontre, à l'époque en France, de l'article 291 du Code pénal, développement des différents cultes qui cohabitent pacifiquement, sans entrave ni pression d'une Église établie. Au centre de ces institutions libérales, la presse, à laquelle Laboulaye consacre de longs développements en tant qu'ami de la vérité. Ce n'est pas par hasard s'il appelait le journaliste américain Mr. Truth et s'il en a fait un exalté, à la fois libéral et religieux. Laboulaye est frappé, probablement sans feinte, par le caractère investigateur des journaux américains. La vie privée, si chère en France à Royer-Collard, un grand métaphysicien qui n'a jamais eu d'idée, écrit Laboulaye, cette vie privée n'est pas si murée que le laisserait entendre la protection du domicile, nous dirions aujourd'hui de la privacy. Il est de l'intérêt de tous que les actes des personnes publiques soient connus, discutés, et même que les fonctionnaires soient critiqués. La vérité finira bien par triompher de la calomnie au profit d'un intérêt général qui ne se confond pas avec l'intérêt des dirigeants. Paris en Amérique est aussi une fable qui vise ainsi à éclairer les lecteurs sur les limites du droit, en tout cas du droit imposé par le législateur. Ce sont les institutions sociales qui font vivre la liberté. Le journaliste Truth affirme à propos des journaux « Nous sommes la société ». Ce n'est pas l'État abstrait, surtout quand il utilise des méthodes autoritaires, dignes de l'Inquisition, d'après Laboulaye, qui créent ou suscitent
la liberté. Laboulé parvenait ainsi à réconcilier son admiration, un peu surprenante pour un héritier de 1789, pour Joseph de Maistre, et son admiration pour l'Amérique, ses historiens et ses jurisconsultes. En évoquant les figures de Marshall, de Kent, de Story, Laboulé montre qu'il n'oublie pas pour autant le droit. Et nous voudrions maintenant évoquer ses travaux d'histoire du droit et de droit comparé pour mettre en valeur deux intuitions en parallèle avec ces deux grandes visions de deux modèles étrangers. Laboulé, c'est vrai, n'est pas un auteur très original en matière de méthodologie, et il reconnaît d'ailleurs sa dette à l'égard de Montesquieu comme envers ses contemporains. Dans l'une de ses premières œuvres, sur l'histoire de la propriété foncière, il rend grâce à Montesquieu, créateur d'une science nouvelle, l'histoire du droit, qui n'est pas seulement une recherche d'érudition sur les monuments du passé, sujet qui a intéressé Laboulé à plus d'un titre, mais une science positive qui cherche, au-delà d'un droit naturel très restreint, les liens entre le droit et son contexte, notamment son contexte politique. La lecture de Montesquieu, renforcée par celle de Savigny, incite Laboulé à croire, avec quelque naïveté, que chaque peuple a un esprit reflété par ses institutions et son droit, et qu'il traverse des âges ou stages de civilisation censés résulter des lois de l'évolution, comme le passage prétendument universel, qu'elle croyaient tous les contemporains de Laboulé, de la propriété commune à la propriété individuelle. Dissension, bien évidemment, aujourd'hui, de ces naïvetés, influencées notamment par l'organicisme de Spencer ou de Sumner. En revanche, il nous semble plus à l'honneur de Laboulé qu'il ait retenu de ses lectures, de Montesquieu, de Savigny à nouveau, une appréhension, somme toute très moderne, de la nature éminemment politique du droit. Dès 1839, Laboulé écrit « La loi civile de la propriété est toujours l'esclave de la loi politique, à la différence de la loi des conventions, qu'il croyait invariable au cours des siècles, ce qui est discutable. La propriété est l'élément variable du droit, son histoire de sa politique. De ce fait, il faut toujours relier, plus qu'on ne l'a fait précédemment, l'évolution du droit des biens en l'occurrence, au droit public, en l'occurrence au droit public romain, aux lois agraires, puis pour le Moyen-Âge, à l'étude du régime foncier. Dans son ouvrage suivant, son essai sur les lois criminelles des Romains, en 1845, Laboulé défend l'originalité de son approche, centrée sur les révolutions politiques traversées par les Romains, de la République à l'Empire, révolutions qui expliquent l'évolution des lois criminelles. Bien plus, il considère que Bossuet et Montesquieu avaient une fausse vision de l'histoire romaine parce qu'ils vivaient sous une monarchie établie depuis plusieurs siècles. Laboulé appartient au contraire à la génération qui peut tirer les leçons de la Révolution française, ainsi que de l'évolution politique de pays aussi différents que la France et l'Angleterre. Aujourd'hui, écrit-il, les Romains sont plus près de nous, car nous sommes plus aptes à comprendre leurs lois criminelles en voyant le fonctionnement du jury des deux côtés de la Manche. En 1855, Laboulé est le fondateur de la plus ancienne revue d'histoire du droit en France, qui existe toujours, la revue historique de droit français et étranger, et il écrit l'article programmatique qui débute cette revue. Et à nouveau, il insiste sur la Constitution, sur le droit public. C'est la Constitution romaine, même si c'est une Constitution non écrite, qui doit nous faire comprendre la création du droit par les Romains. Il y a là, à notre avis, un aspect de l'œuvre de Laboulé qui a été un peu négligé. Ce libéral craignait les interventions intempestives de l'État par des lois décidées autoritairement. C'est là qu'il parlait de la violence législative, une violence qui n'était pas propre à la France, même si elle s'était manifestée avec éclat pendant la Révolution française, mais qui continuait en France au XIXe siècle et qui avait pu menacer ailleurs. Un de ses cours était consacré à un projet de Locke pour la colonie britannique de Caroline, projet utopique qui relevait de cette violence législative, de la part pourtant du grand penseur libéral. Laboulé était trop enfant de son siècle pour rejeter l'ensemble de l'héritage de la Révolution française, mais en dénonçant l'accumulation des lois, rapidement substituées les unes aux autres, il mettait en avant précisément l'utilisation du droit comme instrument politique. En se tournant vers le droit public,
en défendant le modèle d'un droit américain irrigué par une loi constitutionnelle, avec un contrôle de constitutionnalité par voie d'exception, auquel il a consacré plusieurs développements, Laboulaye annonçait, beaucoup plus que Savigny, concentré sur la technique du droit patrimonial, les transformations des systèmes juridiques au cours des révolutions des XIXe et des XXe siècles. Il ouvrait discrètement la voie d'une histoire contextuelle du droit qui tienne compte non seulement des facteurs géographiques, sociaux, économiques susceptibles de déterminer les normes juridiques, mais qui accorde la plus grande place aux ruptures politiques. Celui qui ne voit dans le droit qu'une règle absolue, écrit Laboulaye dans cet article de 1855, celui-là ne voit dans le changement qu'une erreur ou un caprice. Celui-là seul comprend les révolutions des choses, qui en connaît la cause et la nécessité. Si on accepte de lire un tel texte avec les lunettes de la sociologie compréhensive de Max Weber, Laboulaye peut apparaître comme un théoricien précoce du « tout est politique dans le droit » et le droit progresse autant par des ruptures soudaines que par de lentes évolutions. Nous ne croyons pas nous écarter de Paris en Amérique, parce que Paris en Amérique, c'est justement une révolution par un déplacement magique dans un univers inversé pour décrire et soutenir un droit révolutionnaire beaucoup plus marquant que le nôtre. Et Paris en Amérique, paradoxalement, se relie aux travaux historiques de Laboulaye, accompagnés par ceux de L'Herminier et La Ferrière, les 3 L de l'histoire du droit français, pour développer une histoire nationale du droit. Mais là aussi, et c'est la dernière intuition de Laboulaye sur laquelle nous voudrions terminer, celle qui l'a conduite certainement à être le père fondateur de la Société de législation comparée, l'étude historique du droit est pour Laboulaye une étude globale, une étude mondiale, nous dirons aujourd'hui. Dans cette préface de 1855, il insiste sur le développement des études d'histoire du droit sur toutes les civilisations de l'Antiquité, celles du Proche-Orient, le droit juif, le droit hindou, le droit chinois, à côté de la Grèce et de Rome, sur la nécessité de comparer les législations de tous les temps modernes, de tous les pays du monde contemporain. Et Laboulaye ne manque pas d'acuité quand, toujours dans cette préface, il pense trouver des traces d'influence de la pensée des juristes romains dans le Talmud, quand il se demande pourquoi les Grecs n'ont pas connu le développement d'une classe de juristes professionnels, quand il dit que les coutumiers français habillent les usages romains et canoniques, quand il suggère des liens entre Blackstone, avec le droit romain en amont, avec Kent et Story en aval. Laboulaye nous paraît bien avoir eu l'intuition que les droits circulaient et que les transplants juridiques, comme on les a appelés plus tard, jouaient un rôle essentiel dans l'histoire du droit. Et cette intuition était inévitablement liée à l'attrait pour l'Amérique. Ce que Laboulaye voulait comprendre, c'était comment, dans le passé récent, les institutions anglaises transplantées en Amérique du Nord avaient été transfigurées et comment, dans l'avenir qu'il souhaitait, elles pourraient être adaptées, mais non pas imitées en France. Alors, sans vouloir faire de Laboulaye un grand théoricien du droit, laissons-nous bercer ne serait-ce qu'un moment par ses visions, ses rêves et ses intuitions. Au début de Paris en Amérique, dans la préface de l'ouvrage, Laboulaye demande à son lecteur de ne pas éteindre la flamme qu'il lui confie et d'éclairer la jeunesse. N'est-ce pas, 2 ans avant le banquet de Versailles, déjà l'idée de la statue de la liberté éclairant le monde, selon le programme voulu par Laboulaye, non pour le guider nécessairement dans une seule voie, mais pour l'ouvrir à la compréhension des autres. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Donc nous allons nous éloigner un petit peu de Laboulaye pour nous concentrer sur l'objet de son étude et l'actualité de l'objet de son étude, c'est-à-dire la démocratie américaine et le droit comparé, avec ce qui sera peut-être moins un débat qu'un dialogue, compte tenu de nos contraintes horaires, entre Viviane Curran, qui est à ma gauche, qui est professeure à l'université de Pittsburgh, dont vous allez pouvoir apprécier dans un instant non seulement la science juridique, mais la qualité du français, qui est doublée d'une très grande connaissance de la poésie française. Je ne sais pas si elle émaillera aujourd'hui son propos de citations, mais elle connaît plus de citations de poètes français que je n'en connais moi-même. Et à ma droite, Bénédicte Fauvarque-Cosson, qui est professeure à l'université de
Paris 2, et que nous sommes particulièrement heureux d'accueillir aujourd'hui, puisqu'elle est secrétaire générale de la Société de législation comparée. Donc nous avons à la fois le président et la secrétaire générale, et qui, comme ça vous a été rappelé à plusieurs reprises, a été fondée par Édouard Laboulé. Donc je donne tout de suite la parole à Viviane Keran. Merci, Monsieur le Président. Je tiens aussi à remercier ma très chère collègue Mireille Delmas-Marty pour cette précieuse invitation de pouvoir participer à la célébration du bicentenaire de la vie, de l'œuvre d'Édouard Laboulé, et aussi à la parution de la traduction française du livre du juge Breyer. Et aussi, je remercie Jean-Louis Alperin de ses propos très éclaircissants sur Laboulé. En fait, ils me font penser au livre de la linguiste Henriette Walter, intitulé « Honni soit qui mal y pense, l'incroyable histoire d'amour entre le français et l'anglais ». Car si incroyable histoire d'amour il me semble que c'est entre le droit français et le droit américain, car ces deux pays se sont vraiment abreuvés aux sources juridiques l'un et l'autre. En fait, si on remonte plus loin que Laboulé, nous savons que les pères fondateurs américains s'inspire des philosophes tels Montesquieu et Rousseau, mais ce qui est un peu moins bien connu, surtout aux États-Unis, c'est que les révolutionnaires français tels Condorcet et Brissot s'inspirent à leur tour de ce qui se passe dans le nouveau pays, ou du moins de l'idée qu'ils s'en créent, quoique ce soit une idée pour la plupart si peu fidèle à la réalité que Jefferson s'en inquiétera beaucoup de la fausse idée de son pays que commence à avoir la France, et il s'emportera contre Condorcet dans une lettre qu'il écrira à Madison à propos de Condorcet, et il fera de son mieux dans ses propres écrits en France pour corriger les erreurs de Condorcet et d'autres, Crèvecoeur et d'autres, mais sans grand succès. Mais le thème que j'ai à aborder avec vous, en fait, comme Monsieur le Président l'a indiqué, c'est le droit comparé et la démocratie américaine. Et ce sujet est tellement vaste que ce que j'ai l'intention de faire est simplement d'en signaler quelques temps forts. Tout d'abord, qui parle de droit comparé parle d'acte de comparaison. Or, l'acte de comparaison est développé de manière extrêmement pointue dans les systèmes de droit commun en ce qui concerne la comparaison par analogie, la comparaison analogique, c'est-à-dire entre faits et questions juridiques de l'affaire pendante avec ceux de la multitude de précédents estimés être pertinents à l'affaire pendante. Mais ce que nous entendons dire normalement par le droit comparé est un domaine très jeune aux États-Unis, qui fleurit surtout avec l'infusion des émigrés de l'Allemagne nazie et de l'Europe occupée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Or, le premier cours de droit comparé qui est offert aux États-Unis est la création du juriste germano-américain Rudolf Schlesinger, et lui-même a une double formation. Il avait pratiqué le droit en Allemagne jusqu'en 1939, c'est-à-dire très tard en Allemagne, et après il vient aux États-Unis en 1939, novembre 1939, il fait ses études de droit à nouveau à Columbia. Après avoir reçu son diplôme, il pratique le droit aux États-Unis, et donc il comprend, pour ainsi dire, de l'intérieur les deux systèmes de droit, le droit civil et le droit commun, et il devient en quelque sorte un comparatiste malgré lui. Et il aura plus tard un don tout particulier quand il deviendra un professeur de droit comparé. Et ce sera plus ou moins la même chose pour la plupart des grands comparatistes américains et britanniques
quasiment tous issus de l'émigration. Et un livre est paru récemment à l'égard de ces comparatistes en Grande-Bretagne, intitulé « Les juristes déracinés ». C'est un livre qui a été dirigé par Sir Jack Bateson et le comparatiste allemand Reinhard Zimmermann. À l'époque où cette génération commence à disparaître, c'est-à-dire, je dirais, environ il y a une vingtaine d'années, la profession passe par une certaine crise. Elle se demande s'il sera possible de continuer sans la balise de ces émigrés. Mais elle subit aussi un certain sens de marginalisation, et je crois que ce sens-là ne provient pas complètement du fait qu'elle est en train de perdre les émigrés. Dans les années qui se sont écoulées depuis, plusieurs choses intéressantes se sont intervenues. D'abord, dans les cercles académiques, le rôle du droit international et comparé devient de plus en plus reconnu comme primordial pour la formation des juristes. Et dès lors, on voit une augmentation significative d'une nouvelle génération de professeurs de partout dans le monde qui se joint aux facultés de droit aux États-Unis. Je dirais que dans ce processus, le droit comparé devient et se veut un peu moins eurocentrique. Et bien sûr, l'Internet changera complètement la donne en offrant un accès inédit à la commande des livres de droit qui paraissent à l'étranger et un accès immédiat aux informations sur les lois et les décisions juridiques étrangères. Et pour ceux d'entre nous qui sommes d'un certain âge, nous savons que le courrier électronique crée une véritable révolution dans la facilité de la communication transnationale entre collègues. Alors, c'est le véritable paradis terrestre pour le comparatiste. Et pourtant, si l'on examine les numéros de la revue américaine de droit comparé dans les dernières années, on s'aperçoit que la crise a évolué, mais que le droit comparé ne semble pas s'en être tout à fait sorti. Il y a quelques années, quand la Banque nationale préconise le système de droit commun comme étant un élément fondamental à la prospérité économique pour les pays emprunteurs et qu'elle étale dans son rapport une analyse juridique comparatiste, les comparatistes américains, pour la plupart ahuris, s'interrogent sur le peu d'influence qu'ils peuvent avoir sur la société qui les entoure. Et dès lors sera consacrée à ce sujet-là une grande réunion de la section droit comparé de l'Association américaine des facultés de droit et un numéro spécial dans la revue américaine de droit comparé. Mais nous en venons à la question qui apporte par rapport à la démocratie américaine. Qui lit ces articles? Quel est le véritable rôle du droit comparé aux États-Unis? D'abord, le droit américain n'est pas un droit balisé par les universitaires. Et dès lors, l'universitaire aux États-Unis n'écrit normalement pas pour le juge. Il s'adresse normalement à ses collègues. Et qui plus est, en écrivant leur mémoire aux juges, les avocats qui s'adressent aux tribunaux au niveau des 50 États hésiteront beaucoup à citer des articles académiques, de peur de sembler ne pas avoir de droit à citer, c'est-à-dire des précédents qui soutiennent le résultat qu'ils préconisent. Un juge britannique éminent qui a écrit un chapitre à l'honneur des réfugiés britanniques dans ce livre que je viens d'évoquer, qui s'intitule « Les juristes déracinés en Grande-Bretagne », a tenu à dire qu'en Grande-Bretagne, ce n'est que grâce à la génération d'émigrés que les juges anglais ont pris au sérieux les écrits des universitaires parce que ces écrits étaient les premiers qui leur étaient de véritable utilité. Il me semble que l'explication n'est pas que ce fut de plus grands érudits, mais plutôt que l'autocompréhension de ces émigrés issus de l'Allemagne et de l'Autriche, de leur rôle professionnel en tant qu'universitaires, à l'opposé de leurs collègues nés en Grande-Bretagne, était de faire une contribution
très pragmatiques à leur nouveau pays. Mais, ceci dit, le juge américain se voit incontestablement obligé de plus en plus souvent de tenir compte du droit civiliste. Les affaires se multiplient à vue d'œil où la transnationalisation du commerce donne lieu au moins à un argument de la part d'une partie que le droit d'un pays civil s'applique et où le juge doit comprendre si ce droit serait assez proche du droit domestique. Quand je dis droit domestique, droit américain, je ne veux pas dire un droit national, je veux dire le droit de la New Hampshire ou du Massachusetts, bien sûr, puisqu'il s'agira pratiquement toujours du droit d'un État. Mais il va falloir que le juge sache si le droit civil dont il s'agit est assez proche pour ce droit-là, d'un de ces États, enfin de son État, pour qu'il puisse décider d'appliquer son droit domestique, ce qu'il va largement préférer. Et on observe des réactions très diverses parmi les juges. Certains font de leur mieux d'entreprendre des recherches comparatistes en ce sens qu'ils cherchent à comprendre comment un autre système juridique résoudrait tel ou tel problème. Tandis que d'autres, tel un juge très connu du deuxième circuit, un circuit très important, c'est-à-dire la cour d'appel dans le système fédéral, diront carrément dans leurs décisions juridiques qui seront publiées qu'il faut éviter aux juges américains de devoir faire du droit comparé. Pour le juge qui s'y engage, comment aura-t-il accès au droit étranger ? Eh bien, ce sera surtout par le biais des experts. Mais il faut se souvenir, dans ce contexte, que les experts aux États-Unis font partie du système accusatoire et dès lors, ils sont embauchés par les parties. Ils ne sont pas neutres, les parties n'engageant que les experts qui vont soutenir le résultat préconisé par l'avocat qui bénéficie au client. La vérité doit ressortir de la confrontation des parties opposées, et en l'occurrence de la confrontation des experts des parties opposées. Mais le défi est grand, puisque les avocats qui sont censés éclaircir la signification de cette confrontation par le biais de la cross-examination, pour la plupart ne sauront eux-mêmes pas poser les questions pertinentes aux experts, car eux-mêmes, ils ignorent le droit de l'autre pays. Alors, comment savoir quelles questions poser aux experts ? Il existe un mouvement grandissant aujourd'hui, quoique controversé, pour élargir le rôle des experts neutres que les cours peuvent demander. Il s'agit surtout en ce moment des domaines de sciences naturelles et de technologie, mais il y a lieu d'espérer que l'expert neutre dans le domaine du droit comparé deviendra acceptable aussi. Mais la plus grande question, me semble-t-il, de toutes pour la démocratie américaine, et le rôle encore si controversé du regard même vers l'autre, et plus précisément si ce regard risque de ternir les valeurs fondamentales américaines. Et en fait, comme l'a si bien démontré le juge Breyer pendant des débats avec le juge Scalia, la vraie controverse entre les deux perspectives actuelles n'est pas tellement grande. D'une part, le juge Scalia lui-même, ancien professeur de droit comparé, craint surtout une application superficielle et par conséquent inexacte du droit civiliste. Mais d'autre part, il estime que le pays finira par donner une trop grande marge d'appréciation aux juges. Mais cette crainte-là, on la connaît peut-être bien aussi dans un pays civil où la pire des accusations est celle d'avoir un gouvernement de juges. Le revers de la médaille est qu'on ne peut pas se passer d'avoir des êtres humains fiables dans les postes judiciaires. Pour accepter que le regard vers l'autre puisse être d'un apport positif, il faudra pouvoir se fier au juge comme interprète. Or, le besoin de bons juges
révèle une fragilité, une dépendance qui donne lieu à la crainte. Mais nul système ne peut surmonter ou contourner la dynamique d'interdépendance mutuelle entre les institutions de la société et les êtres humains qui les peuplent, qui les habitent. Cet aperçu qu'aborde le juge Breyer dans ses débats a été, me semble-t-il, une des plus grandes contributions aussi en Allemagne de la Freie Schule de Kantorowicz et Ehrlich et Radbruch, et en France de l'école de la libre recherche de Saleil et Génie. Or, un des défis que relève la mondialisation à la démocratie américaine s'avère être aussi un défi à la génération actuelle de comparatistes, notamment savoir pénétrer dans cet espace blanc qu'est la juste marge d'appréciation des juges pour bien traduire, car c'est là notre fonction, c'est la traduction. Mais pour nous qui vivons cette incroyable histoire d'amour qu'a vécue La Boulaye et tant d'autres entre la France et l'Amérique, quelle joie que de connaître ce défi qui est aussi la plus belle des opportunités qui soit pour le droit comparé face à la démocratie américaine, à la fois chevronnée, mais aussi bien pour ce qui est du regard vers l'autre, encore jeune, comme à l'époque de La Boulaye. Merci beaucoup pour cette très belle intervention qui appellerait des tas de commentaires, notamment vous avez évoqué un autre juriste qui s'est beaucoup intéressé au droit franco-américain, qui était Lambert, l'auteur du gouvernement des juges, qui a publié ce livre qui a été aussi un best-seller juridique juste au moment du New Deal. Mais le temps nous étant un peu compté, je donne tout de suite la parole pour vous répondre au professeur Cosson. Je vous remercie, Monsieur le Président, et j'associe mes remerciements à tous ceux qui viennent d'être exprimés par Viviane Curran. Mon regard portera sur l'évolution des méthodes de droit comparé depuis 1811. Je prendrai pour point de départ cette apostrophe de La Boulaye au lecteur de Paris en Amérique. Si ce petit livre t'agrée, c'est bien. S'il te scandalise, c'est mieux. Ainsi voit-on déjà à l'œuvre cette fameuse fonction subversive du droit comparé, identifiée par les comparatistes à la fin du XXe siècle aux États-Unis, puis en France. Pour La Boulaye, la vie est mouvement incessant et le droit, indissociable de la vie politique, comme l'a fort bien montré Jean-Louis Alperin, est un processus vers l'accomplissement de la vérité, de la liberté, de la démocratie. Il nous invite à ne rien tenir pour figé, à toujours aller de l'avant. Je le cite encore, « Les paradoxes de la veille sont les vérités du lendemain. À bon entendeur, salut ». C'est par l'histoire que La Boulaye est venue au droit comparé. Car l'histoire, qui est alors le meilleur guide pour comprendre les phénomènes juridiques, appelle la comparaison, dans le temps, dans l'espace. Comme l'a montré Jean-Louis Alperin, La Boulaye est un précurseur. Il l'est non seulement par sa vision politique du droit, mais aussi par le double rôle qu'il assigne à la comparaison des droits. Changer l'ordre établi, ouvrir la voie d'un droit commun. En 1869, avec d'autres, La Boulaye fonde la Société de législation comparée. Il était alors inspiré par le modèle américain de la Société pour le progrès des sciences sociales, créée en 1866. Et lors de l'Assemblée constitutive, qui rassemblait plus de 100 juristes intéressés par l'initiative, La Boulaye relevait combien le moment était propice. Le commerce et l'industrie ont réuni les peuples, les chemins de fer les ont rapprochés, les expositions leur ont appris à se connaître. Il ajoutait « Ici se réuniront, sur un terrain commun, tous les hommes qu'anime l'amour de la justice et de la vérité. » 1869, c'est l'âge d'or de la codification, et même si l'on commence en France à se libérer de l'école de l'exégèse, l'étude du droit comparé se résume encore souvent à celle de certaines législations étrangères. On peut encore voir aujourd'hui, 12 places du Panthéon, les programmes des cours dispensés à l'époque
à la faculté de droit de Paris par messieurs les professeurs. Un enseignement de droit criminel et de législation comparée fut créé en 1846. D'autres du même type suivirent en droit civil, commercial, constitutionnel. Cette étude des législations étrangères, de préférence pas trop étrangères, conduisait à juxtaposer les droits, à exposer les différences et les ressemblances pour éventuellement améliorer sa propre législation. Cette approche est parfaitement reflétée par l'article 1er des statuts de la Société de législation comparée. L'association dite Société de législation comparée, fondée en 1869, a pour but l'étude et la comparaison des lois et du droit des différents pays, ainsi que la recherche et les moyens pratiques d'améliorer les diverses branches de la législation. Un tournant important a eu lieu en 1900, lors du premier congrès international de droit comparé, le Congrès de Paris, organisé par la Société de législation comparée. Édouard Lambert y a défendu cette nouvelle conception du droit comparé mise au service du rapprochement des civilisations et du développement du droit international par l'élaboration d'un droit commun de l'humanité. Au début du XXe siècle, la science comparative est marquée par ce projet universaliste de droit commun de l'humanité. Mais le XXe siècle fut pour le droit comparé un siècle de contrastes, d'espoir et de crise. La première moitié est celle de l'âge d'or du comparatisme, orientée vers le rapprochement systématique des institutions juridiques des différents pays. En 1921, Lambert ouvre à Lyon le premier institut de droit comparé au monde, et l'Académie internationale de droit comparé, dont l'objet est l'étude comparative des systèmes juridiques et dont le président est à l'autre bout de cette table, est fondée à La Haye en 1924. Mais la Deuxième Guerre mondiale vient briser le rêve d'unité. Durant la deuxième moitié du XXe siècle, le droit comparé traverse une véritable crise d'identité. Il est souvent présenté comme une science exigeante, au service de la connaissance, dépourvue de retombées pratiques directes, ce qui ne contribue pas nécessairement à son expansion dans une société de plus en plus pragmatique et soucieuse d'efficacité. Il est aussi parfois pensé comme une méthode, la méthode comparative, et les querelles méthodologiques vont bon train sur la nature, la fonction et les méthodes de droit comparé. Elles sont très savantes et ont pu aussi contribuer à détourner les non-spécialistes de la matière. Beaucoup d'efforts ont aussi été mis dans les entreprises de classification des droits et de regroupement par famille. Celle de René David, auteur du célèbre ouvrage sur les grands systèmes de droit contemporain, a connu un succès mondial. La crise d'identité du droit comparé a été renforcée par l'extension du champ de la comparaison. Au XXe siècle, les droits romano-germaniques étaient comparés à ceux de common law. Et cette étude d'un droit de source jurisprudentielle a conduit à accorder plus d'importance aux décisions judiciaires, à s'intéresser aux cas concrets, à la réalité sociologique. Le champ géographique s'est ensuite étendu au système de pays socialistes et à d'autres conceptions de l'ordre social et du droit musulman, asiatique, africain, après la colonisation. Les systèmes étaient analysés dans leur structure et leur fonctionnement. À la fin du XXe siècle, les comparatistes, ou certains d'entre eux, dénoncèrent vivement les entreprises de rapprochement du droit. Ils louèrent les mérites d'une approche culturelle, multidisciplinaire, au service de la recherche des oppositions irréductibles entre les droits. En France, les résistances aux tentatives de rapprochement des droits ont toujours été assez fortes. Et le contexte français est d'ailleurs bien décrit dans l'ouvrage de Laboulaye, où le personnage principal incarne un Français fier de ses valeurs, méfiant, au départ en tout cas, à l'égard des idées venues d'ailleurs. Une solide tradition juridique, une formidable exportation de notre droit dans le monde, un attachement profond à la cohérence juridique interne et au positivisme légicentrique. Autant de facteurs qui ont contribué à une résistance quasi instinctive des juristes
à l'intrusion étrangère. À la fin du XXe siècle, le désarroi des comparatistes était grand. L'un d'eux écrivait, dans un ouvrage intitulé « L'avenir du droit comparé, un défi pour les juristes du nouveau millénaire, on sait de moins en moins ce qu'est le droit comparé, où il va et à quoi il sert. » Voilà brièvement brossé près de 2 siècles de droit comparé. Il reste à évoquer ce début de siècle, marqué par le pluralisme juridique, la régionalisation, la mondialisation, l'internationalisation. Un tournant radical a eu lieu. Il s'est opéré grâce au lien désormais indissociable entre le droit comparé et l'internationalisation du droit. Études juridiques comparatives et internationalisation du droit, c'est le titre de la chaire de Madame Delmas-Marty. Si le droit comparé apparaît encore assez secondaire, l'internationalisation, elle, est partout. Et ce lien a donc renforcé la présence du droit comparé dans l'étude du droit, dans son élaboration, dans son application. Tout projet de loi s'inspire désormais des droits étrangers et souvent les juges ont recours à la comparaison des droits, particulièrement pour trancher des questions de droit nouvelles dont les répercussions économiques et sociales sont importantes. Ce lien a surtout profondément marqué le droit comparé, mais nous sommes encore en pleine période de transition et les représentations que l'on a du droit et du droit comparé n'ont pas encore évolué. Pourtant, il me semble que des changements profonds ont eu lieu et je voudrais en identifier 5 très rapidement. Tout d'abord, l'objet du droit comparé s'est transformé. Au siècle précédent, le droit comparé reposait sur le couple droit interne, droits étrangers. Désormais, la comparaison ne porte plus sur les législations étrangères. Le nom de la Société de législation étrangère apparaît délicieusement suranné et montre l'ancienneté de l'institution. La comparaison porte sur le droit en général, quelle qu'en soit la source, législative ou jurisprudentielle, quelle qu'en soit l'autorité, droit dur, droit positif ou droit mou, quelle qu'en soit l'origine, interne, régionale, internationale. Cette dimension verticale du droit comparé est peut-être plus présente aujourd'hui que la dimension horizontale, la comparaison entre les lois. Par ailleurs, la présentation statique en famille de droit est remise en cause par divers phénomènes et l'on parlera plus volontiers aujourd'hui d'espace juridique fluide, dont les frontières sont mal cernées. Deuxième observation, les pratiques ont changé. On n'exporte plus comme autrefois un droit national. On ne fait même plus d'emprunt à un droit étranger. Une institution exercera tout au plus une influence. Elle servira de source d'inspiration. En fait, le principe de l'antériorité de l'ordre juridique interne sur l'ordre juridique international, qui a longtemps guidé l'internationaliste privatiste et le comparatiste dans la recherche d'un droit commun, s'est dissous dans les diverses formes d'internationalisation du droit. Et dans les différents groupes d'experts dont le rôle est si important, experts européens et internationaux, groupes qui se sont souvent spontanément constitués et qui visent le rapprochement du droit, on observe le recul constant de la démarche fondée sur la confrontation des droits au profit d'une autre, pragmatique et innovante, qui part des besoins réels, qui part des réponses juridiques appropriées qu'il conviendrait de donner. Si la réponse peut être trouvée dans son propre droit interne, il est bienvenu de ne pas faire état de ses sources. Le troisième point que je voudrais relever, c'est que les missions des comparatistes ont profondément évolué. Pendant longtemps, on a envoyé un comparatiste dans un pays étranger pour qu'il y rédige des lois ou un code. Par la suite, le comparatiste a étudié les droits étrangers. Il était un peu en même temps sociologue ou ethnologue. Désormais, le comparatiste apparaît plutôt comme un explorateur qui part à la découverte de l'internationalisation du droit. Par ailleurs, ce comparatiste devient acteur de cette internationalisation. Le droit se forme aujourd'hui par le dialogue entre les législateurs, les juges, les experts, les parties prenantes. C'est un processus, un échange de vues, une conversation, diront certains.
Et l'on est proche ici des idées américaines de partage de pouvoir avec les peuples et de gouvernement autoparticipatif. Les comparatistes ne travaillent plus seuls. Ils travaillent dans des groupes, dans des réseaux universitaires, réseaux de cours suprêmes, réseaux de juges civils et administratifs. Ils communiquent avec les praticiens, les associations, les représentants des entreprises. Tout cela contribue à créer un forum mondial où les solutions juridiques s'influencent. Un phénomène nouveau apparaît, celui de la concurrence des groupes d'experts et des modèles qu'ils rédigent en la forme de principes qui ressemblent aux restatements américains. Et ces mouvements sont d'ailleurs encouragés aujourd'hui par les organisations internationales, telles Unidroit ou la Conférence de La Haye, qui, d'elle-même, lance l'initiative d'élaboration de principes et non plus de conventions internationales. L'Europe est, je crois, un laboratoire où s'expérimentent ces nouvelles missions données aux comparatistes. Et les instances européennes elles-mêmes encouragent les comparatistes à participer à des enquêtes, à la collecte de statistiques, à des questionnaires, aux études d'impact devenues obligatoires aujourd'hui en France et en Europe. Quatrième observation, avant-dernière, les méthodes de travail des comparatistes ont donc changé. Et l'une des méthodes pourrait être la suivante: rechercher les convergences et les divergences, réelles ou supposées, entre nos droits nationaux et réfléchir à l'utilisation de ce courant commun dans le flux européen et international, car le comparatiste ne travaille plus sur des systèmes juridiques stabilisés par la codification, mais sur des espaces mouvants. Ma dernière observation portera sur les risques de déviance de la comparaison. Ces risques ont changé. On a longtemps dénoncé le risque d'un droit comparé, ébloui par les idées ou les institutions venues d'ailleurs, et qui dénigrerait injustement nos propres institutions. Par ailleurs, le projet de Lambert de droit commun de l'humanité s'est attiré les foudres de ceux qui y voyaient une déviance de la démarche comparative qui deviendrait normative ou prescriptive. En réalité, ces craintes, me semble-t-il, prêtent un rôle très exagéré au droit comparé. La perte d'une partie de notre souveraineté, l'internationalisation du droit ont eu lieu le plus souvent sans le secours des comparatistes. À mon sens, aujourd'hui, le risque de déviance est ailleurs. Il viendrait plutôt de ce nouvel usage de la comparaison au service de l'évaluation des droits. Et Viviane Keran vient d'y faire allusion en évoquant les rapports Doing Business de la Banque mondiale, cette recherche d'indicateurs pour mesurer les droits devenus un enjeu majeur. Le droit, la démarche comparative sont détournés de leur fonction première. Le particulier l'emporte sur la totalité, des morceaux de droit sont confrontés les uns aux autres dans une démarche asservie à un classement final fondé sur l'impératif d'efficience économique du droit. C'est ce que j'appellerais l'utilisation pathologique de la comparaison. En conclusion, pendant près de 2 siècles, le fait de comparer les droits a suscité indifférence ou suspicion. La démarche comparative était perçue hors des cénacles de comparatistes, au mieux comme un divertissement marginal et gratuit, au pire comme un acte de défiance à l'égard de notre droit, difficilement acceptable par des juristes appartenant à des traditions habituées à dominer les autres, comme ce fut le cas du droit français et des droits de common law. Pourtant, la comparaison n'est ni acte d'humilité, ni acte de soumission à des valeurs dominantes. C'est un état d'esprit, une ouverture sur le monde, une recherche constante, une mise en situation de ce droit. Le comparatiste suit désormais une démarche moins dogmatique, moins juridique sans doute, moins inféodée à l'étude des législations étrangères. Sa mission n'est pas uniquement de recenser les normes, il étudie un processus, celui des phénomènes juridiques, il y participe, c'est une nouvelle forme de sociologie comparée du droit. Et je terminerai par ces propos de René David lors du centenaire de la Société de législation comparée en 1969. Le droit comparé est la méthode qui doit, à notre époque, renouveler, vivifier la science du droit, si nous voulons que ce dernier demeure, conformément à notre tradition,
l'art de l'utile et du juste. Merci beaucoup pour cet exposé qui se répondait, je trouve, de façon très intéressante à celui de Viviane Keurane. Alors, comme je n'ai pas tenu les délais, je suis la première victime, donc je ne vais rien dire. Je vais quand même dire un tout petit mot en contrepoint à l'approche que vous avez développée, pour dire un tout petit mot de mon expérience du droit comparé pendant les 9 ans que j'ai eu l'honneur de passer au Conseil constitutionnel. Moi, ce qui me frappe, c'est que le droit comparé, ça a été très longtemps une discipline. Et vous l'avez exposé magnifiquement. René David, les grands systèmes de droit contemporain, une cathédrale à la française, magnifique. Il y a quelqu'un qu'on n'a pas cité du tout en contrepoint, qui est pourtant, je trouve, un comparatiste intéressant, qui est le professeur Basile Marquesinis, qui a l'approche anglaise, enfin la common law exactement inverse. C'est-à-dire, lui, il prend un accident de voiture sur une route et il dit, ben voilà, comment on indemnise la victime en Allemagne, en France, aux États-Unis. Et il arrive à montrer que finalement, en partant de systèmes très différents, on aboutit tous à peu près à la même solution. Mais moi, ce qui me frappe quand même beaucoup en tant que juge, enfin ancien juge, c'est qu'aujourd'hui, le droit comparé, c'est plus du tout une discipline, en fait, autonome. À l'époque de la mondialisation des juges, et je crois que la présence du juge Breyer ce soir l'illustre magnifiquement, le droit comparé, aujourd'hui, c'est un mode de pensée, c'est un élément de raisonnement du juge, ça fait partie de son quotidien, de sa vie, de son raisonnement. Et je voudrais citer une très belle citation que j'aime beaucoup, de quelqu'un que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est Aaron Barak, et l'ancien président de la Cour suprême d'Israël, et qui a coutume de dire « Quand je fais du droit comparé, c'est comme quand je me regarde dans la glace, je comprends mieux qui je suis ». Alors, ça sera mon unique contribution à ce débat. Et alors maintenant, je me tourne vers celui qui a la tâche la plus difficile dans cette table ronde. C'est Georges Perman, qui est à la fois professeur à l'Université de Columbia, qui est président, comme ça a été rappelé, de l'Académie internationale de droit comparé et qui a relevé un double défi. Le premier, c'est d'assurer la transition du 19e au 21e siècle. Donc, je pense quelque part d'Édouard Laboulé à Stephen Breyer. Et le second, c'est de le faire en 5 minutes. Je m'empresse. Merci bien, Olivier. Et grand remerciement à Mireille Delmas-Marty de m'avoir invité à intervenir. Il faut prendre quelques minutes ou quelques secondes pour vous dire combien je suis content que je suis sur la même table que Olivier, avec qui j'étais il y a 37 ans au Conseil d'État, lorsque j'étais le premier stagiaire américain au Conseil d'État, et j'avais la chance d'être affecté à la même sous-section où se trouvait Olivier, comme jeune auditeur. Donc c'est vraiment poétique de nous trouver ici, et je suis très, très content. J'ai l'honneur et la responsabilité de faire la transition, selon Mireille Delmas-Marty, entre Édouard Laboulé et Stephen Breyer. Autrement, entre Paris in America et Making Our Democracy Work, A Judge's View. Mireille Delmas-Marty m'a demandé 2 services, de ne pas excéder 5 minutes et de parler d'une manière percutante. La première, c'est plus ou moins faisable. Le deuxième, impossible. Et ne soyez pas déçus. Mais les liens entre professeur Laboulé, parce qu'il était professeur, et le juge et ancien professeur Breyer ne sont pas difficiles à constater sur le plan général. Tous les deux se préoccupent et profondément de la notion de la démocratie, et notamment dans le contexte américain. Professeur Laboulé s'efforçait de faire connaître les États-Unis et son système constitutionnel tout à fait original au français. Et grâce à la traduction en français du livre de Stephen Breyer par Antoine Garopon, le juge Breyer, lui aussi, fait connaître la démocratie américaine
et plus particulièrement le rôle judiciaire à cet égard, aux Français aussi. Selon les rapports que j'ai lus, professeur Laboulaye avait d'autres traits en commun avec le juge Breyer. J'ai lu le juge Breyer que professeur Laboulaye était cultivé et affable. C'est une très bonne description de mon compatriote, Stephen Breyer. Pourtant, comparer ces deux individus et leurs œuvres sur le plan général peut être trompeur. Professeur Laboulaye a porté énormément de chapeaux différents pendant sa carrière professionnelle. Législateur et député et sénateur, juriste, diplomate, figure politique, auteur de romans, auteur de la poésie, pamphlétier, éditorialiste et bien sûr professeur au Collège de France. Mais, à moins que je ne me trompe, il n'était jamais juge. Professeur Laboulaye était donc membre de l'Assemblée nationale et plus tard du Sénat. Il critiquait fortement le Deuxième Empire. Il était là à la Commune de Paris de 1870. Il était un des architectes de la Troisième République. Il a soutenu publiquement la candidature d'Abraham Lincoln à la présidence des États-Unis. Il participait activement au mouvement anti-esclavage et avant et pendant la guerre de succession. Et comme vous savez bien maintenant, il lançait l'idée non seulement de produire une statue de la liberté, mais de veiller à ce que tous les Français auront la possibilité d'y contribuer financièrement. Par contre, Stephen Breyer, bien qu'ayant suivi plusieurs chemins professionnels dans sa carrière, et heureusement reste, il faut rester longtemps, Stephen Breyer, juge de la Cour suprême des États-Unis. Et aucun juge, américain ou français d'ailleurs, même Stephen Breyer, il beau en avoir envie, ne peut immiscer dans la vie politique dans la mesure où a fait le professeur Laboulaye. Mais si le juge Breyer n'a pas la possibilité de se présenter comme en même temps juge et homme d'action politique, dans la mesure de M. Laboulaye, il peut tout de même faire avancer notre compréhension et notre appréciation de la démocratie américaine. Pour décrire, faire connaître, même analyser la démocratie américaine, comme l'a fait le professeur Laboulaye, est une chose. Mais montrer concrètement comment la démocratie peut fonctionner, peut prospérer, pour montrer concrètement comment un juge peut y contribuer sans dépasser les limites de son office, est une autre chose, est une chose tout à fait essentielle dans un état de droit. La personne, l'individu pragmatique, amoureux du raisonnable et du sens commun que les juges Breyer, met l'accent précisément sur les démarches qu'un juge devrait faire et ne devrait pas faire dans une démocratie qui, pour autant, ne veut pas détériorer en un gouvernement de juges. Qu'il traite, juge Breyer, de la séparation des pouvoirs, du fédéralisme, des libertés publiques, des relations raciales, des défis que présentent les exigences de la sécurité nationale à nos libertés. Le livre de juge Breyer examine de tout près, concrètement, voire par des affaires spécifiques bien choisies, les démarches jurisprudentielles qui sont nécessaires pour adresser d'une manière efficace et raisonnable aux défis, aux tensions et même aux contradictions que connaissent les milieux juridiques, les milieux juridictionnels et la justice constitutionnelle. Il faut se rappeler que les contextes dans lesquels ont travaillé le professeur Laboulaye et le juge Breyer sont bien différents.
professeur Laboulaye vivait dans une période marquée par la turbulence politique. Si je ne me trompe pas, il était là pour la révolution de 1948. Il était déçu des résultats. Il était témoin de la Commune. Il a présidé les grands débats entre les partisans de l'Empire et de la monarchie vers la fin du siècle. Il a fait vraiment la transition entre l'Empire et la République, une transition beaucoup plus lourde de conséquences que la transition que Mireille Delmas-Marty m'a confiée aujourd'hui. Il est trop tôt de prendre la mesure des circonstances politiques dans lesquelles Stephen Breyer a produit son livre. Les derniers chapitres du livre nous donnent une bonne idée des possibilités, des traits qui vont caractériser la période que nous vivons. Les droits des détenus, la régularité électorale, d'autres choses. Mais malgré la différence entre leurs rôles et malgré la singularité de l'époque que Laboulaye vivait, les vocations des professeurs Laboulaye et de juge Breyer se ressemblent, non pas seulement dans leur but général, mais aussi du point de vue de leur approche, de leur attitude. Tous les deux favorisent le progrès plutôt que l'orthodoxie, la tolérance et le respect des opinions divergentes plutôt que le doctrinaire, le cosmopolite plutôt que le chauvin, même l'état laïque plutôt que l'état de religion, le pragmatisme plutôt que le dogmatique et l'efficacité plutôt que de la logique pure. Et il faut le dire, vraiment, la modération plutôt que le révolutionnaire. Il reste une dernière différence à évoquer. Il est difficile à croire, comme vous l'avez entendu, que quelqu'un qui comprenait si bien les États-Unis et qui pouvait en écrire avec tant d'autorité, au niveau d'autorité même de Tocqueville, n'a jamais dans sa vie mis le pied sur le territoire des États-Unis. Heureusement pour nous et pour la France, une telle constatation ne peut pas être faite au cas de Stephen Breyer. Le juge, et je peux en témoigner, se trouve physiquement en territoire français autant que possible. En ce faisant, il renoue constamment les liens franco-américains que nous amènent ici et qui a nourri le droit comparé à travers toutes les années dont nous avons parlé. Merci bien. Merci beaucoup, Georges, d'avoir réussi à relever ce double défi qui n'était pas facile. Alors, je me tourne vers le professeur. Est-ce qu'on fait une petite pause ou non? On va peut-être enchaîner compte tenu de l'horaire. Donc, je pense que nous allons enchaîner la deuxième table ronde et on va simplement laisser la place pour que les participants. Donc, je remercie l'ensemble des participants.